Bonjour, troisième tentative pour savoir si le son y est. J'ai changé la sortie micro, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez le son. Et puis je me réintroduis dans le live plus correctement. Ça fonctionne? Est-ce que vous avez du son? Super, apparemment on me dit qu'il y a du son, donc c'est tant mieux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau live questions-réponses. Alors aujourd'hui est un jour particulier parce que je suis malade et un état grippal, donc je risque certainement de parler du nez parce que mon nez est bouché. Mais aussi de devoir certainement aussi reprendre ma respiration et j'espère avoir l'esprit aussi vif qu'à l'accoutumée, si tant est qu'il le soit évidemment. Mais voilà, donc je risque de peut-être pas aussi être, intéressant que cela, mais je ferai encore de mon mieux. Et je rappelle les 2 éléments essentiels de ces lives, que je veux être mensuels quand bien même j'ai du mal à m'y tenir. La première, c'est de vous remercier encore une fois pour l'ensemble de vos posts, de vos commentaires, de votre bienveillance et de l'entraide que vous fournissez les uns les autres, en lien avec la problématique de l'emprise pathologique, hein, perversion narcissique, également, mais pas que. L'emprise pathologique en général, mais aussi, le psychotraumatisme. Emprise pathologique qui est familiale, conjugale, professionnelle, fraternelle, sociale, amicale, culturelle, religieux, et cetera, et cetera. Et, et la deuxième, c'est une autre manière de remercier ma communauté, c'est aussi de bien me rendre compte que on est dans une situation socio-économique dans laquelle avoir accès à un psychologue n'est pas possible pour tout le monde. Et donc, c'est aussi l'occasion de venir poser des questions à quelqu'un qui prend une heure de son temps pour essayer de faire de son mieux, pour essayer de répondre à vos questions. Alors, le temps que les gens arrivent, salut Pazang, bonsoir, merci d'être là. Le temps que les questions arrivent, je vais revenir sur des questions qui m'ont été posées en off ou lors du live précédent et auxquelles je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir répondre, notamment une en particulier. Si je me souviens bien, c'était une personne qui s'appelait Nadia qui l'a posée. Euh, et je l'ai ici devant moi, je vais vous la lire. Bonjour, est-ce qu'à force de jouer leur jeu et sachant que devant les faits indéniables, ils sont toujours dans le déni, les PN finissent-ils par se convaincre de leurs mensonges? Alors, je vais me la relire. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants dans cette question. Déjà, il y a la question de... C'est des questions épistémologiques, hein, toujours scientifiques, hein. C'est la question du déni, dans un premier temps. Est-ce que le pervers est doué de déni? Tiens, faut que j'enlève ça. Est-ce que le pervers est doué de déni? La deuxième, c'est est-ce que il sait ou non qu'il ment, par se convaincre de leur mensonge. Donc l'idée, c'est que s'il est dans le déni, il ne peut pas se convaincre lui-même que c'est un mensonge parce qu'il est convaincu de ce qu'il dit, parce que justement il est dans le déni. Et donc forcément, il n'a pas besoin d'être convaincu que ce qu'il dit est vrai, il est déjà persuadé potentiellement que c'est vrai, si tant est que le pervers soit dans le déni. Ce que je vais essayer d'amener comme distinction, c'est ah salut Nadia, je vois que c'est bien que vous soyez là pour pouvoir avoir la réponse. Euh, est-ce que le pervers utilise le mécanisme du déni dans sa construction de sa personnalité, de sa réalité, et de son rapport à l'autre? La réponse est non, heu, selon ma grille de lecture tout du moins. Et la contradiction si vous l'amenez, est la bienvenue. Le déni, c'est pas que le sujet ne veut pas savoir, c'est que le sujet ne voit pas ou ne sait pas. C'est-à-dire qu'il manque une information. L'information, lorsqu'elle rentre dans le déni, c'est pas que le sujet ne veut pas voir ou sait qu'il ment, c'est que il est convaincu que l'information n'existe pas, et donc il est convaincu que ce qu'il dit n'est pas un mensonge, mais au contraire une vérité, en tout cas sa vérité, sa réalité. Et comme il ne peut pas prendre en considération les objets qui devraient normalement lui permettre d'avoir une vision un peu plus nuancée et un peu plus ambivalente de ce qu'il amène, ben, il est persuadé que c'est vous qui mentez ou c'est vous qui vous trompez ou que c'est l'autre le problème. Donc là, on est davantage dans une problématique liée à la psychose, plus que dans une problématique liée à la perversion. Ceci étant dit,
pour quand même vous offrir une réponse par rapport à cela, indépendamment de la question du déni, c'est que, grosso modo, hein, à peu de choses près, tout le monde est capable de mentir, mais il y a dans la psychose, contrairement à la perversion, l'idée que dans la perversion, le pervers étant, conscient des lois qui sont censées, organiser la réalité, le rapport à l'autre et et tout ce qui est de l'ordre des lois établies, eh ben, il va savoir galvauder la réalité, transformer la réalité à son avantage et donc être conscient qu'il ment dans ce qu'il vous amène. Mais l'idée, c'est que derrière cette intention de mensonge, vous pouvez aussi avoir un psychotique qui, lui, ne ment pas, mais serait tout aussi convaincu que le pervers. Et donc la frontière est mince entre les 2 et l'important dans l'absolu, c'est de vous rendre compte que, heu ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas, vous, à nécessairement devoir systématiquement trahir votre manière de voir les choses, d'avoir compris les choses, de vivre les choses, sous prétexte que l'autre, certes, un autre important à vos yeux, c'est la raison pour laquelle il a un impact sur vous, heu, ait un avis différent et semble vouloir vous l'imposer. Là est l'enjeu de l'emprise pathologique. C'est que dans une emprise qui est censée être fonctionnelle, vous êtes censé avoir une forme d'influence réciproque. C'est-à-dire que l'autre est censé prendre en compte vos ressentis et votre perception de la réalité, au même titre que vous essayez vous-même de prendre en compte les ressentis de l'autre et la réalité de l'autre. S'il n'y a pas cette réciprocité-là, on part du principe qu'on verse progressivement dans, l'une des 4 premières dérives de l'emprise qui est l'indifférence, avant de rentrer dans les premières transgressions et dans la perversion et cetera et cetera. Et donc, c'est le plus important finalement, c'est surtout de ne pas brader votre perception de la réalité et de être vigilante à l'idée que vous êtes censé être en droit de co-construire votre réalité avec votre partenaire, plutôt que, heu, de prendre les paroles de l'autre comme étant, plus convaincantes, simplement parce qu'il est plus convaincu que vous. Voilà, c'est un peu l'idée. Bonsoir à toutes et à tous. On est déjà 14, super. Donc Nadia, j'espère avoir pu répondre correctement à votre question. N'hésitez pas à venir détailler ou à venir, au contraire, me dire que je n'y ai pas répondu pour me relancer. Heu, je le ferai avec plaisir. Ça me permet de peut-être, discuter d'un autre élément de réponse avant que Nadia, vous n'ayez à répondre. Alors Nadia précise, merci beaucoup. Ah, bonjour Colette. Si je peux préciser, il sait qu'une personne proche de nous a coupé les ponts avec nous à cause de notre relation avec lui, puis m'accuse de séparer cette personne de mon mari et moi-même. Bref, il a réussi à séparer mon mari de ses sœurs, il s'agit d'un demi-frère qui n'a pas été accepté par sa mère. Alors, j'essaie de comprendre. Heu, donc il, l'autre, le pervers j'imagine? Enfin celui-là que vous supposez être pervers, proche de nous a coupé les ponts avec nous à cause de notre relation avec lui. Puis il m'a accusé de séparer cette personne de mon mari et moi-même, OK. Bref, il a réussi à séparer mon mari de ses sœurs. Il a agi d'un OK. Donc cette personne en question, qui est le demi-frère dont vous parlez, a réussi à convaincre les sœurs de votre mari de prendre parti pour lui. Ce faisant, votre mari a dû quelque part, heu, s'isoler également avec vous. Bonsoir Clotilde. Heu, demi-frère qui n'a pas été accepté par sa maman. Vous voyez là, c'est un élément intéressant. Heu C'est sa mère biologique ou c'est sa mère, adoptive? Et y a-t-il une femme en particulier ou un preneur de soins, homme ou femme en particulier, qui est fort présent pour ce demi-frère en question? Et pour qui prend parti finalement cette mère dont vous parlez? C'est plein de questions à laquelle si vous arrivez à y répondre, ça pourrait étayer un peu plus ma réponse. Mais l'enjeu derrière, ce que je sous-entends quelque part, c'est que, hem Heu, la perversion prend pour genèse, habituellement, pas toujours, c'est toujours multifactoriel, mais l'un des éléments est justement l'idolâtrie du premier preneur de soins sur l'enfant. Et donc là, en l'occurrence, heu, potentiellement la mère et donc si, la mère n'a pas accepté ce demi-frère et si c'est une perversion, il y a alors peut-être une autre personne qui a pris ce rôle de d'idolâtrie, de l'enfant.
envers ce demi-frère. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous arrivez au compte-gouttes, je suis navré de vous rappeler que je suis actuellement malade, et donc je ferai de mon mieux pour être le plus vif possible, mais il se peut que je ne sois pas si alerte que cela. Euh, Bonsoir Arlette, bonsoir Marie. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Non, à défaut d'avoir des questions, pardon. Toujours un peu délicat évidemment hein, de poser des questions comme ça en public. N'hésitez pas à me poser des questions théoriques, si jamais ça me permet de vous permettre une distance entre votre vécu et les questions que vous vous posez. Ça peut être aussi une manière d'avoir des réponses. En parlant de théorie, dernièrement, j'ai buté sur une question qu'on m'a posée par rapport à la question de la double contrainte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment et qui est un peu l'élément constitutif de ce que l'on trouve dans ce qu'on dit être l'aliénation, hein, que ce soit parentale, conjugale ou peu importe. En tout cas, dans l'emprise, il y a la problématique de la double contrainte. Pour bien comprendre la double contrainte, je vais vous donner l'exemple de la littérature, en tout cas que j'ai lu dans un article ou dans un livre, je ne sais plus où, qui pour moi permet vraiment de pouvoir comprendre ce qu'est la double contrainte. Pour la double contrainte, il faut trois choses, vous le savez certainement. Il faut un énoncé qui va dans une direction, il faut un deuxième énoncé prononcé par la même personne qui va dans une direction qui est opposée, donc qui est contradictoire. Et le troisième élément primordial pour que cela ait du sens, il faut que vous, en tant qu'interlocuteur, vous ne puissiez pas avoir la possibilité de vous échapper de cette contradiction. Les enjeux, enfin les moments où habituellement on est contraint de devoir faire face à cette contradiction, c'est quand la personne qui nous met sous double contrainte est une personne suffisamment importante à nos yeux pour que nous ayons envie de lui plaire, envie de prendre soin de lui ou d'elle. Et donc ça, c'est un élément qui est important à garder en considération. En tout cas, que la personne qui nous met dans cette double contrainte nous met dans une position où on est obligé quelque part de choisir. Par moment, c'est pas quelqu'un qui nous plaît, c'est peut-être notre employeur ou, euh, ou, euh, ou quelqu'un qui travaille pour le service de la protection de la jeunesse, ou un policier, ou un avocat, ou un juge, ou etc. Ça peut être n'importe qui. En tout cas, quelqu'un qui a une forme d'autorité sur nous, soit symbolique, soit affective. Et donc l'exemple de la littérature, pour que vous ayez à bien comprendre, c'est ma mère m'offre 2 cravates. Si je mets la première, je lui envoie potentiellement le message que j'aime pas la deuxième. Si je mets la deuxième, je lui envoie potentiellement le message que je n'aime pas la première. Et si je n'en mets aucune des deux, je lui envoie potentiellement le message que je n'en aime aucune. Et si je mets les deux, je passe pour fou. Il n'y a simplement pas de bonne réponse à offrir à ce dilemme. Et la seule personne qui va pouvoir finalement me sauver de cette situation, eh ben, c'est ma mère. Ma mère qui m'a offert 2 cravates en me disant par exemple, «Mon fils, tu mets n'importe quelle cravate que tu veux, tu peux les brûler, les jeter, les mettre, les donner, les vendre. L'important c'était de te faire plaisir, rien d'autre». Lorsque vous avez ce genre de réponse, ça signifie vraiment que la personne qui est en face de vous se rend compte du dilemme dans lequel elle vous a mise et finalement fait valoir quelque chose de supérieur qui est l'affection, la protection, le lien, l'attachement que cette personne veut aussi sauvegarder à votre égard. Donc c'est un élément intéressant. Si vous êtes dans une situation où la personne qui est en face de vous est plutôt mal intentionnée, a une volonté de vouloir finalement vous aliéner, vous mettre dans une emprise pathologique, dans ce cas de figure, la personne va soit volontairement jouer avec cette contradiction pour vous rendre fou folle, vous faire trébucher pour accentuer votre infériorité ou votre soumission d'une manière générale, ou inconsciemment, ça veut dire que la personne qui vous met dans cette double contrainte, elle-même n'a pas conscience, de par sa propre structure, d'avoir prononcé deux énoncés contradictoires, et donc n'est pas capable non plus de comprendre que vous ne puissiez pas trouver une bonne réponse à ce qu'elle ressent, parce qu'elle-même n'en sait rien. Donc ça, c'est un processus purement inconscient. L'un dans l'autre, si vous êtes capable d'ambivalence et vous êtes capable d'entendre ces contradictions ou de le ressentir, vous vous retrouvez dans une situation où l'interlocuteur est effectivement la seule personne à pouvoir vous sortir de là. Voilà, j'espère que pour cette problématique, c'est un peu plus clair.
Je reviens aussi alors avec l'idée que la double contrainte n'est pas forcément quelque chose de négatif et que tout dépend de l'interlocuteur, des interlocuteurs qui sont en jeu dans cette dynamique-là. Bonsoir Fabrice. J'ai l'impression d'être tombé sur une personne malade, mais elle retourne constamment les problèmes envers moi, comme si j'avais des soucis. Comment savoir qui a raison? C'est une bonne question. Encore là, on voit les mécanismes qui sont aussi en jeu dans les dynamiques interpersonnelles, hein, notamment dans l'emprise pathologique. Je vais essayer de vous répondre à travers le prisme d'un élément, d'un objet psychologique qu'on appelle l'identification projective et introjective. Euh, En vous donnant aussi un exemple. Euh, je passe un examen, je le rate. J'ai plusieurs manières d'expliquer mon échec. Soit je dis que c'est ma faute, ça veut dire que je vais introjecter mon erreur, je vais identifier cette erreur comme étant mienne et donc je vais m'identifier dans cette erreur, je vais prendre cette responsabilité-là. Ou je peux dire aussi que c'est la faute de l'autre, du climat, de l'examen lui-même, du prof qui a posé des questions qu'il ne devait pas poser, en tout cas la faute de l'autre en général. Si ça ne peut pas être le prof ou l'examen, ça sera mon frère, ma sœur, mon père, mon mari, ma femme, quelqu'un en particulier, ou un complot en général, peu importe, ce sera quelqu'un d'autre. Euh, donc, certaines personnes ne sont pas capables de faire les deux en même temps. Ça veut dire, dans cet exemple, dire euh, euh, je rate un examen et justifier cette erreur en introjectant cette erreur et en projetant cette erreur. Ça veut dire, c'est vrai que l'examen était difficile, je projette cette erreur, mais c'est vrai que j'aurais pu faire plus. J'introjecte cette erreur. Et donc cette ambivalence-là, encore une fois, où j'arrive à faire coexister des enjeux contradictoires, est le signe d'une structure de personnalité suffisamment saine, suffisamment fonctionnelle. Et donc si vous vous posez la question de savoir finalement qui a raison, qui a tort, et que vous pensez que par moment l'autre peut avoir raison, quand bien même cela peut être absurde, mais que vous y voyez quelque part une part de votre propre responsabilité dans ce qui est en jeu, bah, j'aurais tendance à dire que vous êtes capable d'introjecter et potentiellement de projeter, mais si lui ou elle ne fait que projeter ce qu'elle est sur vous, c'est que cette personne est soit uniquement capable de projeter le négatif et d'introjecter le positif, ou est, ou c'est très bien qu'il est en train de détourner la réalité pour faire porter justement les erreurs enfin les spécificités de son état de santé. Après, si on parle d'une personne malade, il faudrait que vous puissiez peut-être m'aiguiller vers un potentiel diagnostic qui lui aurait été donné pour que je puisse peut-être aiguiller ma réponse dans une direction plutôt que d'une autre. Voilà, Fabrice, j'espère que ça a pu vous aiguiller convenablement. Bonsoir, Julia. Euh, J'essaie de pas m'étouffer. Bonsoir. Comment être une mère entièrement sécurisante pour ses enfants quand on est soi-même insécurisé psychologiquement? Merci pour ce live malgré votre rhume. Merci à vous de le nommer. Alors, c'est toujours étonnant de voir les personnes qui, là je parle de vous, Julia, qui sont capables de se remettre suffisamment en question pour se dire être soi-même en difficulté, pour ne pas pouvoir suffisamment être fonctionnel pour autrui. Moi, je trouve ça chouette, je trouve ça beau. C'est le signe encore qu'il y a une, un chouette fonctionnement psychologique derrière, vous voyez? Vous n'êtes pas uniquement vous au haut de votre colline, vous n'êtes pas vous au-dessus des autres. Non, au contraire, vous vous rendez compte que, il y a des choses qui vous appartiennent et que ces choses-là peuvent avoir un impact négatif sur l'autre. Et ça, je trouve ça quelque part cliniquement un bon signe. Donc et le simple fait que vous puissiez vous poser la question m'amène déjà à croire que vous êtes capable de faire un travail soit accompagné et, quoi qu'il arrive, sur vous-même, qui vous permet peut-être de clarifier ce que vous appelez vos propres insécurités psychologiques, pour que ceci n'ait pas à avoir trop d'impact sur vos enfants, pour les sécuriser, mais pourquoi pas aussi, ne pas les dissimuler? Parce que, si vous êtes dans la rétention de vos propres insécurités, si vous n'exprimez rien, une myriade de recherches scientifiques ont aussi montré que le fait de ne rien exprimer à ses enfants n'est pas bon pour les enfants non plus, dans la mesure où si on ne donne pas du sens à ce qui se produit, les enfants auront tendance à inventer leur propre réalité et en fonction de leur âge, à se mettre au centre finalement des raisons qui ont poussé à votre insécurité ou
aux conséquences de votre insécurité et donc à se sentir coupable ou responsable. Et donc, heu, j'aurais tendance à vous dire: «Julien, heu, vous avez déjà fait la moitié du travail qui est la plus importante, c'est de s'en rendre compte. La 2e moitié peut être divisée en 2. Le travail que vous allez faire sur vous-même, heu, parce que vous êtes une personne, qui réfléchit, qui sait potentiellement s'analyser et qui est la seule experte de votre vécu pour essayer de voir un peu où est-ce que vous mettez les choses. Mais un accompagnement pour vous permettre justement de pousser cette première partie, heu, un peu plus loin et avec peut-être des outils cliniques qui vous permettront de prendre des raccourcis. Voilà, j'espère avoir pas répondu à vos questions. Heu, J'aimerais savoir à quel moment on est plus sous l'emprise, merci Colette pour cette question, qu'on soit encore ou non avec la personne manipulatrice. Merci, merci à vous. Ah, c'est une bonne question. Hem, c'est une très bonne question auquel je n'ai pas réellement de réponse, à part celle de vous dire que, heu, lorsque la présence ou l'absence de l'autre, ou le vécu avec cette personne ne n'enfreint plus votre possibilité de vous épanouir personnellement, professionnellement, intimement, socialement, publiquement, et cetera. Sur plein de pans de votre vie, que ce soit votre bien-être psychologique, votre intégrité physique ou psychologique, votre vie professionnelle, sociale, amicale, et cetera. Alors ça me paraît un peu vague parce que ça dépend aussi de tout à chacun et des dégâts. Comprenez bien qu'une personne qui aurait vécu, des événements potentiellement traumatisants aura peut-être plus de mal à, en plus de l'emprise pathologique, à traiter le stress post-traumatique inhérent à potentiellement aux événements, à un ou plusieurs événements potentiellement traumatiques. Donc j'aurais tendance à dire, pour simplifier un peu les choses, bien que j'ai peur d'être un peu simpliste, hem, c'est lorsque vous allez réussir à ne plus être impacté et à, heu, être capable, alors c'est un peu un paradoxe dans ce que je vais dire, mais offrir votre indifférence, si vous êtes indifférente, vous n'offrez plus rien, mais offrir votre indifférence à l'autre, être indifférent à ses états émotionnels, à ce que l'autre veut faire de vous, à ce que l'autre vous fait veut vous faire ressentir, ou vous faisait ressentir, pour réussir à vous concentrer uniquement sur vous-même, sur vos ressentis, sur cette part de cette emprise qui est encore en vous et qui, vous suivra tout au long de votre vie, et qui, prendra la meilleure des places possibles, donc celle d'un enseignement qui vous permet finalement d'améliorer votre qualité de vie en général. Qualité psycho-affective, sociale, et cetera. Mais comment dire? De reprendre un sentiment de capacité d'agir et de penser votre vie et votre avenir, sans que l'autre n'ait finalement son mot à dire. Voilà Colette, j'espère avoir répondu. C'est un peu somme toute simpliste parce que ça dépend de beaucoup de critères différents. Alors, heu Alors, est-ce que la manipulation d'une mère peut être vue comme de l'aliénation parentale vis-à-vis de ses enfants? Merci. Merci par exemple pour cette question. Elle est, ultra pertinente. Le pas entre le mot et la pensée est, je vais paraphraser ça, parce que ça ne va nulle part. Excusez-moi. Hem, Est-ce que en tant que parents, nous sommes manipulateurs? Oui. Je pense que c'est le premier qui vous dira que non est un menteur, dans la mesure où l'éducation même est une manipulation. Le fait est que l'on ait à, arrondir les angles pour, pousser nos enfants à, manger leur dernière cuillère de je ne sais pas quoi parce qu'ils n'en ont pas envie ou à ranger leur chambre ou à et cetera, c'est de la manipulation. J'aurais même tendance à pousser un peu ironiquement le trait un peu plus loin en disant que l'éducation, le système familial est l'un des endroits le plus traumatisants pour l'enfant, dans la mesure où l'éducation elle-même est un traumatisme et que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, traumatisés par notre univers familial, pour le bon, pour le meilleur ou pour le pire, avec du bon et du mauvais. Hem et donc la manipulation d'une mère, pour répondre à votre question assez platement, ne doit pas et ne peut pas et ne devrait pas être systématiquement compris comme étant de l'aliénation parentale, dans le sens péjoratif du terme,
vis-à-vis de ses enfants. Après, je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui n'a pas été aliéné par ses parents. Je pense que cliniquement, c'est quasiment impossible. Après, c'est une question de degré. C'est pour ça que quand on brandit certaines appellations comme aliénation, comme double contrainte, comme on a vu tantôt, comme emprise, et cetera, on a souvent tendance à y mettre des éléments déjà dans la prononciation péjoratif, alors que ça dépend d'énormément de choses et qu'il faut toujours y mettre des nuances. La manipulation d'une mère, je pense, peut être qualifiée d'aliénation au sens péjoratif du terme vis-à-vis de ses enfants, lorsqu'elle pousse l'enfant à euh, faire des choses qui mettraient à mal son intégrité physique et psychologique, qui généreraient une souffrance qui ne serait pas productive et constructive pour l'enfant, et qui ne servirait finalement que les propres intérêts du parent, intérêts matériels ou psychologiques. Voilà. Manipulation de la mère ou du père, hein, du parent en général. Des grands-parents se faisant aussi, des membres de la fratrie aussi. Euh, voilà, il y a aussi, vous savez, donc, on dit en orientation systémique qu'un système familial est plus que, c'est la deuxième cybernétique, je pense, est plus que la somme des interactions de ses différents membres. Bah, c'est ça, c'est que c'est pas uniquement ce que vous allez partager comme interaction les uns avec les autres, mais c'est aussi les places de chacun, euh, les mensonges, les secrets. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte dans un système familial. Voilà, par exemple, j'espère avoir pu répondre à votre question. Bonsoir Marie. 3 mois après l'avoir quitté, je pense encore à lui, malgré le mal qu'il m'a fait. Je sombre très anxieuse, est-ce normal? Vous allez dire que je chipote toujours, mais là, effectivement, c'est la question de la normalité ou pas. Je pense que ce que vous avez vécu, moi, me semble être dans ma réalité anormal, mais que votre réaction l'est. C'est-à-dire qu'il est normal, à mon sens, dans ma réalité, que souffrir après 3 mois, heu, d'un couple, qui a été potentiellement traumatique, qui a été violent physiquement ou moralement ou moralement, quand c'est physique, c'est toujours moral, bien que par moments, c'est triste de dire que les gens préféreraient de temps en temps que ce soit plus physique que moral pour qu'ils en aient des preuves, c'est triste à le dire, mais il est normal d'avoir des difficultés. Il est aussi normal, selon moi, parce que c'est la norme que je veux faire valoir, dans ma réalité, que vous ayez la liberté, le droit et la possibilité d'aller quérir un accompagnement. Pas une aide, pas une guidance, un accompagnement. L'accompagnement, c'est vous permettre de, cheminer, avec vos propres moyens et de vous rendre la seule responsable de votre bien-être et vous permettre de récupérer encore une fois une capacité d'agir et de penser votre bien-être. Aider et guider sont, plutôt l'apanage d'autres professionnels que les psychologues. L'accompagnement, c'est: je suis à côté de vous et ensemble nous allons, arpenter le chemin que vous aurez choisi, pas que j'ai choisi. Et donc pour moi, il est normal, dans la réalité que je veux faire valoir, que je veux propager et que j'espère que tout le monde pourra un jour, vivre et constater, heu, qu'il est normal quelque part, de souffrir après 3 mois d'un vécu qui a été potentiellement traumatique, de pouvoir le dire, le revendiquer et d'être soigné et reconnu dans sa souffrance. Donc Marie, n'hésitez pas à faire appel à des proches ou à, à des gens bienveillants, professionnels ou non, qui puissent vous accompagner dans ce que vous traversez. Parce qu'après 3 mois, il me semble être encore normal d'en souffrir, surtout si, d'une manière ou d'une autre, l'autre est encore là d'une quelconque manière. Voilà Marie, courage Marie. Alors Julia, y a-t-il des techniques ou des outils encadrés, médicalement parlant, qui permettent de retrouver ce qui est enfui dans sa mémoire traumatique ou bien est-ce inutile, voire délétère? C'est aussi une très bonne question. Hem, alors, la question de l'utilité ou du caractère délétère d'aller, rechercher des, heu, des reviviscences plutôt que des souv de mémoire traumatique, disons, je vais reprendre le mot. Par moment, c'est inutile, par moment, faut pas. Par moment, c'est bien où ça l'est et il faut pas nécessairement devoir à tout prix aller chercher quelque chose qui est à juste place, à moins que ce soit utile. Hem,
Il faut vraiment que ce soit utile. Autrement, c'est délétère, effectivement. Et par moments, je m'attriste de voir que certains professionnels de la santé mentale ont tendance à vouloir trifouiller là où c'est pas nécessaire. Euh, J'aurais tendance à vous dire, pour prendre un autre exemple, que si vous avez une phobie des oiseaux, mais que elle ne vous handicape pas trop et que c'est la seule difficulté que vous avez dans votre vie, à peu de choses près, je préfère discuter du pourquoi de la phobie plutôt que de traiter cette phobie dans la mesure où celle-ci va se déplacer si on n'a pas traité le fond de la phobie. Et donc tout ne doit pas être traité, au risque que les choses se déplacent. Il faut aussi faire attention avec le travail sur la mémoire traumatique. C'est que des études ont montré que, et il m'est arrivé de recueillir des personnes qui finalement, en consultation, hein, qui sont venues avec des souvenirs qu'ils disent être eux-mêmes traumatiques, avec eux-mêmes l'idée d'une incertitude liée à ces souvenirs, et où en creusant avec eux, on s'est bien rendu compte que ces souvenirs ont été finalement des faux souvenirs implémentés par un praticien antérieur ou par le système familial, là où en réalité il n'y avait pas lieu de parler de cela en particulier. Euh, donc ce n'est pas toujours utile et ça peut tout à fait être délétère et il faut effectivement faire du cas par cas et voir quand ça l'est et quand ça ne l'est pas. Mais en tant que praticien, il ne faut pas aller trifouiller là où on n'est pas invité et, euh, et pas commencer à déposer des bombes chez les gens. Et je me rends compte je hausse le ton un petit peu en disant cela. C'est parce que ça fait des dégâts et que on doit bien se rendre compte qu'en tant que praticien, peu importe notre pratique, nous jouons avec la vie des gens et qu'il est important finalement de ne pas jeter des bombes comme ça et de les laisser vivre leur vie avec ces bombes-là. Voilà, Julia, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, bah, c'est la dernière question, visiblement, que l'on me pose. Euh, je vais devoir revoir la liste. Hop. Je vous en prie, Marie, avec plaisir. N'hésitez pas à proposer une autre question qui pourrait vous intéresser. Alors, je vais demander. Euh, alors, je vois une question ici de Delflo. Bonsoir, Del. Ou Flo. Est-ce que tout le monde peut tomber dans le piège des pervers narcissiques? Euh, je pense que fondamentalement, oui. Je travaille sur la problématique de l'emprise pathologique depuis maintenant une dizaine d'années. Enfin, en 2024, ça faisait déjà 10 ans que la problématique m'intéresse et que je suis praticien. Et que il est évident que moi-même, parce que je suis un être humain et que je ne suis pas une machine, j'ai pu également être sous l'emprise d'une perversion quelconque, voire d'une autre dynamique d'emprise pathologique. Et je pense que vous devez aussi beaucoup de bienveillance, parce que tout le monde est capable de, tout le monde n'est pas capable de le reconnaître, tout le monde n'est pas capable d'en faire quelque chose, tout le monde n'est pas capable euh, de, euh, comment dire, je me le noie dans cette, mais vous aurez compris. Euh, donc je pense que ça fait partie de nos vies et que on a tendance à croire que c'est rare, potentiellement, mais j'ai tendance moi à croire qu'au contraire, il y en a plus qu'on ne le pense, mais que euh, bien souvent dans ma pratique, et c'est pas une tare, bien au contraire, parce que ça permet aussi de nuancer les enjeux. Beaucoup de gens viennent me dire, je pense être euh, sous l'emprise de, ou avoir été sous l'emprise de, ou en procès avec, etc., etc., un pervers narcissique. Là où il s'avère que euh, après l'analyse du discours, je me rends compte qu'il ne s'agit pas d'une perversion, mais davantage d'une autre potentielle structure de personnalité. À ce moment-là, c'est bien de faire, c'est l'occasion d'avoir une discussion sur cela, parce que il peut y avoir une importance entre la personne le fait-elle exprès ou non, et à quel niveau. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir justement offrir des réponses plus ou moins claires par rapport à cela. Sachant qu'en tant que praticien, déontologiquement, je ne suis pas autorisé à porter une diagnostic.
un diagnostic, pardon, à une personne que je n'ai pas vue. C'est-à-dire quand je fais une expertise psychologique, à moins d'avoir les 2 parties, je ne m'intéresse qu'à la personne qui est expertisée. Hem et donc, je ne pourrais jamais certifier que qui que ce soit pervers narcissique, à moins que, le sujet lui-même qui est devant moi, donc ma patiente, mon patient, décide par elle-même, heu, par lui-même de catégoriser l'autre de pervers et là, à ce moment-là, ce n'est plus moi qui le fais. Alors, bonsoir Néo. C'est quoi exactement le clivage de loyauté? Merci beaucoup. C'est une question intéressante. Le clivage de loyauté, c'est souvent ce qui est, mis de côté au profit d'une autre appellation que je trouve, heu, absurde et encore une fois, ça ne concerne que ma clinique, qu'on appelle le conflit de loyauté. C'est quelque chose qui revient énormément de fois, un tel met les enfants dans un conflit de loyauté, il y a conflit de loyauté et cetera. Il y a une méconnaissance quelque part de ce qu'est, heu, un conflit, déjà dans un premier temps et la loyauté dans un autre. À partir du moment où il y a conflit, c'est qu'il y a une dynamique et s'il y a dynamique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et que la résolution du conflit est possible. Donc souvent, lorsqu'il y a une problématique, d'emprise pathologique, heu, dans la séparation, d'avec un des 2 parents qui serait, heu, dysfonctionnel, on parle très souvent de manière juridique de conflit de loyauté. Et c'est quelque chose qui pour moi est absurde parce qu'on devrait davantage parler de clivage de loyauté. Et le clivage de loyauté, c'est quand, je vais prendre l'exemple de l'enfant, quand l'enfant ne peut pas trahir un de ses 2 parents. Ça veut dire que le parent qui n'accepterait pas que son enfant vienne le trahir à travers, des trahisons de la vie quotidienne ou à travers simplement le lien que l'enfant va attacher à son autre parent, va installer un climat général dans lequel l'enfant va bien comprendre et va bien savoir qu'il n'a pas du tout intérêt à trahir son père ou à trahir sa mère, autrement son père ou sa mère ne va jamais lui pardonner. Et donc ça invite l'enfant qui, pour revenir dans la question de la double contrainte, va vouloir plaire aux parents intransigeants et heu, de ce fait va, se cliver sa loyauté et ne va pouvoir trahir qu'un seul de ses 2 parents, avec quelques points d'achoppement. Et donc c'est l'idée où, l'enfant va, se retourner contre, le parent, heu, qui est le plus fonctionnel des 2, heu, va potentiellement, montrer des signes d'agressivité, va potentiellement mentir, sur certains faits, heu dans le cas où, ce serait vis-à-vis du parent suffisamment sain, mais il y a aussi la possibilité que la personne qui, met l'enfant dans un clivage de loyauté va induire chez l'enfant clivé aussi un discours, qui va, le pousser à, semer des graines chez le parent adverse, pour que le parent adverse ait à saisir des fausses informations, qui par crainte ou par peur va, va être accusé de conflit de loyauté, si vous voulez. C'est un peu complexe, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe que simplement dire, «Madame met les enfants dans un conflit de loyauté» ou, «Monsieur met un conflit, de loyauté, chez les enfants». C'est beaucoup plus complexe que cela et souvent c'est très mal compris, notamment par les professionnels de la santé qui, d'une manière ou d'une autre, sont mandatés pour, faire des expertises d'un point de vue juridique, judiciaire. Heu, c'est à nuancer tout le temps. Donc le clivage de loyauté, pour répondre à la question de Néo, c'est quand l'enfant ne peut pas trahir, ne peut, je vais y arriver, ne peut trahir qu'un seul de ses 2 parents ou ne peut trahir aucun des 2. C'est important de clarifier aussi que, il se peut que le clivage de loyauté advienne quand bien même les 2 parents soient suffisamment sains, mais qui, de par la séparation, la gravité de la séparation ou l'ampleur des procédures juridiques, viennent pousser l'enfant à se cliver lui-même. Surtout si on laisse l'enfant sans explication par rapport aux problématiques qui sont en jeu. Voilà. Heu,
Je rebondis sur la question de Clotilde avec comment sauver l'enfant de ce clivage de loyauté. Bah, c'est compliqué, sachant que lorsqu'il y a clivage, il y a souvent la possibilité de créer une forme de médiation ou de guidance de coparentalité ou ce genre de choses, qui habituellement, ne fonctionnent pas parce que justement vous avez un des 2 parents qui est tellement intransigeant sur sa vision du monde et sur l'impact qu'il veut avoir sur l'autre parent qu'il manipulera cela également et donc, heu, l'une des solutions qui serait, possible, ce serait de, heu, déjà minimiser les canaux de communication qui résident entre les 2 parents pour éviter l'émergence de disputes supplémentaires, de débats supplémentaires entre les 2 parents qui vont percoler sur les enfants au quotidien. Heu, avoir un discours ambivalent, constructif avec les enfants pour prendre soin de leurs émotions et leur donner une vision claire et véritable avec des mots qu'ils peuvent comprendre de la situation. J'entends souvent des absurdités du genre, enfin absurdités encore une fois pour moi, hein, du genre: «Il faut, préserver les enfants, il faut rien leur dire» et cetera. Je vous mets au défi de trouver un praticien qui vous dit cela, qui serait capable de vous expliquer comment faire sans mentir à vos gosses. Je je vous mets au défi de cela. Donc énormément de recherches scientifiques, énormément de ma propre pratique, en milieu carcéral, par exemple, dans le maintien du lien familial en milieu carcéral, m'a montré que il faut pouvoir exprimer aux enfants des vérités avec des mots qu'ils peuvent comprendre, pour que justement il n'ait pas à rentrer dans ce clivage de loyauté, ni à développer des symptômes, de type, adaptation, anxiété, dépression et cetera ou toute autre chose, heu, à défaut de l'avoir offert finalement un sens à ce qu'ils traversaient, à ce qu'ils vivent, à ce que leurs parents vivent, traversent. J'espère que Clotilde avoir répondu un peu à la question. L'idée, c'est d'offrir aux enfants un environnement dans lequel ils peuvent s'exprimer, qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils se sentent à l'aise pour le faire et potentiellement trouver quelqu'un à l'extérieur qui puisse leur permettre de déposer leurs paroles. Alors, à partir de quel âge peut-on être considéré comme pervers narcissique? Très tôt, en réalité. Hem, je ne suis pas du tout de l'école de les enfants sont des petites choses fragiles qu'il faut protéger. Je pense que les enfants ont énormément de ressources en fonction de leur âge, de leur développement et cetera, hein. Il faut pas non plus, ce sont pas des surhommes avec un grand H, des surhumains, on ne se doute pas des ressources, qu'un enfant a et qu'il peut mobiliser, heu, dans, la construction de sa personnalité, de sa structure de personnalité et donc ma grille de lecture, qui est une approche intégrative, mais qui prend quand même pour base une approche qui est, psychanalytique, lacanienne, de l'école freudienne, c'est de dire à partir de l'avènement du langage, à partir du moment où le langage est construit, chez le sujet, on peut déjà commencer à entrevoir les signes de structure, que ce soit, névrotiques, perverses ou psychotiques. Encore une fois, les structures de personnalité, ce ne sont pas des maladies, hein. Ça décrit, à travers quels mécanismes, une personne fonctionne. Sur ces structures vient se greffer les symptômes et donc toutes les structures peuvent être dépressifs, pour un exemple, mais cette dépression sera toujours fonction de la structure. On utilise les mêmes mots, on utilise le même langage, les mêmes expressions, la même langue, mais le langage, donc pas uniquement le discours, mais la manière dont vous prononcez les choses, la manière dont vous percevez votre rapport à l'autre, la manière dont vous vous positionnez par rapport à l'autre, les outils et mécanismes à travers lesquels vous avez construit votre réalité, sont, plus ou moins ancrés et stables, à partir de l'avènement du langage pour, c'est pas c'est toujours multifactoriel évidemment et c'est toujours pas, à 6 ans c'est fait, mais c'est autour de cet âge-là, quoi. Autour de cet âge-là, on peut commencer à entrevoir l'occurrence d'une structure de personnalité. C'est aussi la raison pour laquelle, en tant que praticien, je suis toujours aussi vigilant à me dire que, le problème ne vient pas nécessairement du ou des parents, mais peut venir de l'enfant lui-même aussi, en fonction de sa structure de personnalité et qu'il, vient aussi par moment de faire un travail avec les parents pour leur faire comprendre qu'ils ont à, comprendre leur enfant différemment, pour leur apporter un soutien différent
mais qui ne sont pas nécessairement euh, ni responsables, ni entièrement responsables, ni quoi que ce soit de la manière dont leur enfant se comporte, mais qu'il y a des enjeux chez l'enfant lui-même qui supposent que l'enfant soit capable de porter lui-même, par exemple, et tristement, ses propres violences vis-à-vis de l'un de ses parents, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques. Faut pas oublier que les enfants sont très autocentrés, hein, dans leur développement, un certain stade de leur développement, et donc ce sont aussi des parfaits manipulateurs, avec des enjeux différents, avec une conscience de la réalité qui est différente. Mais je donne souvent l'exemple quand ma fille me manipule pour avoir le quatrième biscuit alors que ça fait déjà le deuxième de trop, et que je lui donne, bah, elle vient de me manipuler parce que elle pense à mon mal-être dans ce faisant, je ne pense pas, parce qu'elle veut se décharger de quelque chose ce faisant. Je tirerais pas le trait à ce point-là. Et donc, voilà, il faut aussi remettre ça un peu dans son contexte, mais pour répondre à votre question, caro caro, ça peut se faire relativement jeune, à partir du moment où l'enfant peut s'inscrire dans un discours, dans un langage, dans un rapport à l'autre, on commence déjà à voir si l'enfant est capable d'empathie, de compassion, d'ambivalence, de pulsion quelconque, etc., etc. Voilà. Euh, c'est du sport, hein, tout en étant malade. Je vous remercie en tout cas pour votre franche participation. C'était toujours aussi agréable de voir que vous venez participer. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. J'ai encore quelques minutes devant moi. Euh, Encore une fois, merci euh, pour vos participations, votre bienveillance et votre collaboration et votre soutien. Je me répète certainement sur la page et sur les groupes, hein, je pense qu'on est plus de 26 000 sur la page et plus de 66 000 sur le groupe public. Euh, et je vois que ça fonctionne bien, qu'il y a des gens qui vous remercient, vous, pour vos interventions, qui me remercient, moi, pour les miennes, euh, et que ça aide à, à rendre un peu plus euh, compréhensible pour certaines personnes ce qu'ils vivent au quotidien, et de mettre des mots, et peut-être de trouver la force aussi de s'en sortir. Voilà. Je vais clôturer doucement, doucement, si vous y voyez pas d'inconvénient, à moins que vous ayez encore une question qui bondisse. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y avait des messages plus ou moins longs auxquels je n'ai malheureusement pas pu m'y m'y atteler. Euh, ouais, toujours est-il que, voilà, je vais peut-être vous rappeler mes qualifications. Je suis psychologue clinicien social et interculturel. Je suis victimologue et psychotraumatologue. Je suis l'heureux ou le fâcheux propriétaire d'une page professionnelle et de deux groupes et d'une page Instagram sur l'emprise pathologique nommée perversion narcissique. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je retranscris mes lives si vous voulez y aller pour les réécouter ou vous imprégner un peu de la problématique. Je ne suis pas youtubeur, c'est pas professionnel, en tout cas ça ne l'est pas encore, il n'y a pas de montage, rien de cette sorte-là. Simplement rendre certaines informations accessibles et que vous puissiez faire votre chemin avec cela. Euh, Mon site internet c'est pervers-narcissique.be. Je consulte en ligne et en Belgique à Tervuren et à Waterloo. Euh, voilà. Il m'arrive de faire des expertises judiciaires sous mandat. Quoi d'autre? Des formations, des conférences, des interventions médiatiques également. Euh, voilà. N'hésitez pas à vous abonner aux différents supports c'est ça qu'on dit habituellement, hein, pour voir quand les prochains lives sortiront. Et j'essaierai au mieux d'être le plus efficace possible, comme je l'espère l'avoir été aujourd'hui. Euh, Hop, je réponds alors en deux temps, trois mouvements à une dernière question de Clotilde sur la psychose blanche. La psychose blanche est une appellation psychiatrique que moi j'appelle une psychose ordinaire dans ma clinique. Ce sont ces personnes qui euh, euh, ont une structure psychotique, mais qui ne s'est pas encore, qui n'est pas encore décompensée. La structure psychotique
n'est pas forcément à comprendre comme étant une psychopathologie. Ce sont des mécanismes de fonctionnement. Mais il s'avère que la psychose, contrairement aux autres structures, a une tendance à la déstructuration. Donc à ne pas être suffisamment solide et à décompenser. Et à chaque décompensation vient son lot de symptômes supplémentaires, de délires supplémentaires, potentiellement d'hallucinations dans une schizophrénie, etc., etc. Donc une psychose blanche, une psychose ordinaire, ce sont ces personnes qui, comme vous, comme moi, fonctionnent très bien, en tout cas aussi bien qu'ils le peuvent, comme nous-mêmes, s'insèrent dans la société, ont des postes haut placés dans la société, pratiquent leur métier d'avocat, de juge, de policier, de vendeur, etc., etc., mais qui n'ont pas encore décompensé, dirais-je, que leur état ne s'est pas tristement aggravé. Ça est une psychose blanche, comme, une psychose ordinaire, voilà. Ça ne veut pas dire que, il n'est pas possible d'être sous emprise pathologique d'une psychose blanche ou d'une psychose ordinaire. Simplement pour vous signifier qu'une psychose blanche, c'est une psychose qui n'a pas encore décompensé, ou en tout cas dont la décompensation n'a pas généré des symptômes très invalidants ou très agressifs ou très, voilà. C'est, en fonction de la psychose aussi, hein, la schizophrénie, la paranoïa, la mélancolie, et cetera, et cetera, et cetera. La maniaco-dépression, dite bipolarité dans la psychiatrie. Voilà. Merci, beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions. À bientôt, j'espère. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si, vous voulez que, je reproduise ces lives. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui va me permettre aussi de voir si, le concept peut se développer en quelque chose peut-être de plus sérieux. Même peut-être de plus systématique, pourquoi pas faire des capsules vidéo, je sais pas. Heu, Si tant est que cela sert et que cela, puisse, voilà, porter ses fruits d'une manière ou d'une autre. Voilà. Prenez un grand soin de vous et de vos plus proches, de ceux que vous appréciez et qui vous apprécient en retour. Continuez à faire de votre mieux et on se dit à bientôt. Merci à tous. Au revoir.